Aujourd'hui, des milliers de Québécois rêvent d'être entrepreneurs, de partir de zéro dans leur sous-sol, de trouver la prochaine idée révolutionnaire et de faire des millions. En l'espace de quelques années, le monde des entreprises en démarrage, ou des startups, comme on le dit dans le milieu, est devenu plus attrayant que jamais. Au point où des jeunes et des moins jeunes se lancent tête première en investissant temps et argent, sans réaliser que le chemin qu'ils sont sur le point d'emprunter est long et rempli d'obstacles. Je m'appelle Carl Rétino Parazelli et au cours des 6 prochaines semaines, nous allons avancer pas à pas sur le même chemin que les nouveaux entrepreneurs avec Simon Bédard, un jeune homme dans la vingtaine qui a accepté d'ouvrir son jeu, et avec des membres influents de l'écosystème start-up québécois qui en ont vu d'autres. Je me suis réveillé un matin et j'ai dit « OK, bien là, j'ai X montant d'argent dans le compte de banque, qui est un montant quand même assez substantiel. » Puis je me suis dit « Bien, j'ai rien encore de développé. » On surestime beaucoup la valeur de l'idée en entrepreneuriat. C'est un petit peu une définition de l'entrepreneurship qui date du 19e siècle, là, où on découvrait un bidule vraiment fondamental. Ensemble, nous allons déboulonner le mythe startup. Il y a 3 ans, Simon Bédard a décidé de lancer un répertoire en ligne pour les professionnels de la santé qui s'appelle aujourd'hui clinia.ca. Comme n'importe quelle entreprise, grosse ou petite, la sienne a débuté avec une idée. Et comme plusieurs entrepreneurs, il a frôlé la catastrophe dès ses premiers pas. Après avoir terminé ses études en marketing, Simon travaille pendant 5 ans chez L'Oréal Canada. Au bout d'un certain temps, il réalise que l'univers des grandes entreprises lui convient moins et il décide de se lancer à son compte. Il commence à offrir des services de consultation marketing pour les cliniques médicales et rapidement, il découvre un vide à combler. J'ai réalisé que d'un côté, on avait des professionnels qui faisaient tout ce qui était en leur possible pour avoir des belles cliniques, qui offraient des beaux services et investir en marketing. Puis de l'autre côté, on avait des patients qui avaient, je ne veux pas dire de la difficulté, mais qui nécessairement sortaient du bureau du médecin ou se cherchaient un professionnel de la santé et allaient sur le web pour rechercher un peu partout, naviguer sur différents sites web. Puis je me suis dit, bien, c'est un cas typique d'une marketplace ou d'un site web où on peut rassembler 2 parties sur une même plateforme. Et j'ai commencé à, je me suis dit, bien, je vais essayer de tester ce concept-là, qui à la base s'appelait maclinique.ca. Et donc, un matin, j'ai décidé de me chercher un nom de domaine. J'ai été sur GoDaddy, j'ai essayé plein de noms, ils n'étaient pas disponibles. Puis je suis tombé sur maclinique.ca, je trouvais que c'était très, très pertinent pour le milieu québécois. J'ai acheté ce nom de domaine-là, j'ai fait une brochure qui allait expliquer ce que j'avais en tête, qui était un répertoire, là, ni plus ni moins, des professionnels de la santé. Et au mois de juillet 2015, j'ai décidé que j'allais tester mon concept en appelant 100 cliniques sur l'île de Montréal et en essayant de leur vendre cette plateforme-là qui était à ce moment-là pas encore développée. Et donc, j'en ai choisi 100, puis j'ai fait du cold call, vraiment en essayant de parler avec le directeur général, en essayant de parler avec l'équipe traitante pour leur vendre une visibilité sur la plateforme. Puis, à ma grande surprise, il y a plusieurs de ces cliniques-là qui ont accepté. Ils m'ont même fait parvenir un chèque que j'ai encaissé. Puis, je me suis réveillé un matin et j'ai dit « OK, mais là, j'ai X montant d'argent dans le compte de banque, qui est un montant quand même assez substantiel. » Puis, je me suis dit « Mais j'ai rien encore de développé. » Il a donc de l'argent en banque et des clients qui sont intéressés. Le seul problème, c'est qu'il n'a jamais créé de plateforme en ligne. Je me suis renseigné sur le web, j'ai été dans différentes rencontres, là, des meet-ups à Montréal pour savoir un peu comment les startups fonctionnaient, puis de 2, comment on développait ça, une plateforme de ce type-là. Tu te mets à lire des études de cas de certains grands joueurs, là, Airbnb, etc. Mais principalement, j'ai vite réalisé que ce que j'étais en train de développer ou ce que j'avais envie de développer, c'était une plateforme technologique. Et donc, il fallait que je m'entoure de gens ou que je trouve un partenaire qui allait vouloir développer ce projet-là avec moi. Simon pense instantanément à l'un de ses amis qui vient de lancer une agence de marketing web spécialisée en développement technologique. Après discussion, les deux se disent que l'agence pourra s'occuper du développement de la plateforme et qu'ils pourront se charger ensemble de la gestion de leur nouvelle entreprise, maclinique.ca. Le site web prend forme tranquillement, mais le projet est plus compliqué que prévu et il met à l'épreuve les ressources limitées de l'agence. Le problème prend de l'ampleur avec le temps et refait surface brutalement lorsque vient le temps de signer la convention d'actionnaires, un document essentiel pour toute entreprise en démarrage.
Je me rappelle, là, j'étais dans mon bureau un vendredi midi, puis j'ai un de mes partenaires qui m'appelle, le propriétaire de l'agence, puis il me dit Simon, t'es-tu bien assis? Puis je dis oh oui, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Puis il dit ben on quitte, on veut plus embarquer dans le projet. C'est trop d'implications pour nous. On veut vraiment se concentrer sur notre agence. Sur le fond, c'était très valable, mais ça nous mettait dans une situation, ça me mettait dans une situation où je devais tout repartir à zéro. Puis au début, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, bien, probablement qu'il vit une mauvaise journée ou probablement qu'il se passe quelque chose dans sa compagnie. Fait que j'ai raccroché, j'ai pris mon auto, j'ai été à leur bureau, je les ai rencontrés en personne, puis je leur ai dit, bien, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? On s'entendait sur la vision, on s'entendait sur ci, sur ça. Puis on dit non, on réalise que c'est trop gros pour ce qu'on pensait que ça serait initialement. C'est pas un simple site web, il y a beaucoup de logique d'affaires, ça utilise beaucoup trop de nos ressources à l'interne. Puis on n'est pas capable de voir le retour sur investissement à très, très court terme. On peut pas se lancer dans un autre projet comme ça. Et donc, le vendredi après-midi, bien, je retourne chez moi, puis tout d'un coup, je me ramasse, je suis seul dans ce projet-là. Ça a vraiment été un moment d'introspection, un moment difficile dans le développement de ce projet-là, parce que ça a été de dire, est-ce que c'est dans l'exécution que j'ai pas bien fait les trucs? Est-ce que j'ai pas choisi les bons partenaires? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait fait cette même erreur-là? Donc, il y a eu beaucoup de questionnements à ce moment-là. J'ai eu, oui, un moment de réflexion, mais je me suis rapidement convaincu que c'était un projet sur lequel on devait continuer pour deux raisons. La première, c'est dans les discussions que j'avais avec les clients, avec les professionnels de la santé, je voyais qu'ils étaient très réceptifs à ce que j'étais en train de leur expliquer comme vision ou comme concept. Puis dans un deuxième temps, je voyais aussi la nécessité en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur, de pouvoir naviguer sur une plateforme puis trouver l'ensemble de l'informations qui étaient nécessaires pour faire un choix éclairé sur un professionnel de la santé. Puis c'est un concept qui a été développé dans plusieurs autres pays. Puis je croyais fortement que je devais mettre les efforts derrière pour, à tout le moins, aller au bout de cette idée-là à ce moment-là. Simon a finalement cru en son idée de départ et a décidé de continuer. Mais son histoire démontre qu'il ne suffit pas d'avoir un éclair de génie pour réussir. Moi, dans mon expérience, ce que je pourrais dire, c'est qu'on surestime beaucoup la valeur de l'idée en entrepreneuriat. Je m'appelle Marc-Antoine Ducas, je suis président fondateur de Netlift, mais je suis aussi depuis plus que 15 ans ce qu'on appelle un entrepreneur en série et très impliqué bénévolement dans la communauté là, des entrepreneurs au Québec comme mentor, coach et grand motivateur. Là. C'est un petit peu une définition de l'entrepreneurship qui date du 19e siècle, là, où on découvrait un bidule vraiment fondamental, Ford qui met en place tel type de moteur. On est à une époque aujourd'hui où les idées sont universellement accessibles et où ce qui compte vraiment, c'est la capacité de l'exécuter. Il y a moins de 5 ou 10% du succès d'une compagnie qui réside dans l'idée. L'exemple du Cirque du Soleil, la grande idée, c'est de ne pas avoir d'animaux. Quand j'avais rencontré un des fondateurs, il me disait qu'on était le seul cirque avec pas d'animaux. Fait que ça a toutes sortes d'avantages. Mais là, ça arrête l'idée. Après, on ne fait pas du Cirque du Soleil un méga succès planétaire juste avec cette chose-là. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont entrées dans le succès du cirque qui ont peu à voir avec le fait qu'il n'y a eu pas d'animaux. Et ça revient encore à l'exécution. Oui, c'est bien d'avoir une idée, puis c'est pour ça qu'il existe des brevets, puis il y a des génies qui inventent des choses, mais encore faut-il être capable de les commercialiser, et ça, c'est vraiment difficile. Béatrice Couture, directrice générale, Innocité MTL, premier accélérateur ville intelligente au Canada. C'est impossible, probablement impossible que personne n'ait jamais eu cette idée-là. C'est juste une question d'être capable de mettre en marché l'idée, puis de savoir si, deuxièmement, cette idée-là a un réel marché ou pas. Ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, on trouve une idée bien bonne dans son sous-sol, mais quand on se met à en parler à un client potentiel, il y a des raisons pourquoi c'est pas commercialisable, parce que c'est pas utile finalement, ou s'il y a des enjeux importants qu'on n'avait pas vus. Souvent, les gens disent « j'attends l'idée, je sais pas où la trouver, je regarde partout ». Ben la plupart du temps, la bonne idée est juste sous notre nez. Faut identifier un besoin. Donc, souvent, c'est un besoin qu'on vit. Liette Lamonde, directrice générale, Fondation Montréal Inc.
Pensez au nombre de fois dans une semaine où on vit une frustration, où on fait quelque chose puis on se dit « je peux pas croire qu'il n'y a pas de meilleure façon de faire ça ». Mais juste ça, c'est un signal. Puis là, il faut se dire « OK, mais attends, il y a peut-être une opportunité d'affaires là », puis commencer à explorer une solution. Ou quand nos amis ou les proches, les gens autour de nous se plaignent de quelque chose, une plainte, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui marche pas bien, donc on peut peut-être en faire une opportunité d'affaires là aussi. Mon nom est Noah Redler, je suis le responsable de la programme Propulsion au Santec, qui est le programme d'incubation sur 2 ans. Je pense surtout, c'est de trouver une idée qui nous passionne. C'est de dire, je vais trouver la bonne idée, juste une idée qui est focus sur générer des revenus, qui va nous créer de richesses rapidement. C'est pas quelque chose qui va nous donner cette passion de démarrer, le courage de vraiment lancer dans l'aventure, l'entrepreneuriat. Et surtout, si c'est votre première entreprise, c'est une bonne question de trouver quelque chose où tu te lèves chaque matin, oui, je veux faire ça, je veux réussir. Parce que c'est difficile pour tout le monde, même si c'est une bonne idée, une mauvaise idée, une idée qui nous passionne, l'aventure est difficile, c'est long. Alors, si tu veux découvrir c'est quoi être un entrepreneur, commence avec quelque chose qui vous intéresse, qui est en lien avec vos valeurs, quelque chose que vous voulez accomplir dans le monde. Et ça, c'est le premier point. Peut-être vous allez faire de l'argent, peut-être non. Je dis de plus en plus souvent que même s'il y a 80% des entreprises qui ne réussissent pas, 100% des entrepreneurs ont une expérience inoubliable. Dans le prochain épisode du Mythe Startup, vous verrez comment le simple choix du nom d'une entreprise peut vous attirer bien des maux de tête et des mises en demeure. On s'assoit, on se serre la main, puis on se donne, on s'échange nos cartes d'affaires. Puis je pense que ça a pris, je vais dire 17 secondes, là, mais peut-être un peu moins que ça, pour qu'il fasse, attends un peu, vous appelez Clinigo, c'est nous Clinigo. On a vu des mauvais noms ici au Santec assez souvent. Tu sais, quand la personne a de la difficulté à le prononcer, tu te dis, garde, change de nom. Si vous avez une idée d'entreprise qui vous trotte dans la tête depuis longtemps, je veux le savoir. Pour raconter votre histoire, écrivez-moi à startup@ledevoir.com. Vous pouvez aussi me trouver sur Twitter à Carl R. Parazelli. Je m'appelle Carl Retino Parazelli. On se retrouve la semaine prochaine.